Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. Dans cet épisode, nous allons passer du temps avec 4 DG, une avocate et un coach pour vous aider à protéger votre business aujourd'hui tout en préparant la croissance future. C'est un kit de résilience pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, l'hiver est là, c'est dur. Le taux de suicide a augmenté en France et globalement dans le monde de façon significative. La durée du confinement, la crainte de l'infection pour ses proches et pour soi-même, le manque de clarté dans l'information délivrée par les autorités, le stigmate lié à la maladie, mais aussi la précarité économique qui suit la crise, tout cela nous amène à une surcharge de travail conséquente pour notre système de santé mentale. Que l'on soit DG d'entreprise ou pas, on vit tout ça en tant que personne, en tant que membre d'une famille, en tant que citoyen, citoyenne. Nous sommes dans la société et c'est très difficile. C'est pourquoi nous allons passer du temps à cet épisode pour échanger avec ces 4 DG, cette avocate et ce coach, pour vous aider à protéger votre business aujourd'hui tout en préparant la croissance future. Les gens ont peur. On l'a vu, en mars 2020, les Américains ont acheté 85% d'armes en plus que mars 2019. C'est la plus grosse vente d'armes jamais enregistrée aux États-Unis. Les personnes ont peur, certaines sont déprimées, ce n'est pas un moment facile pour les affaires. C'est important de passer cet hiver. Et vous allez entendre des conseils pour y arriver, mais aussi pour préparer le printemps et les saisons qui suivent, et le prochain hiver. C'est dans l'adversité que l'on se révèle. De même que le pouvoir révèle les gens, ou les corrompt, c'est selon, l'adversité révèle les leaders. Que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est notre sujet ici, ou que ce soit dans d'autres domaines. On l'a vu en politique, dans la gestion du service public au sens large, du service hospitalier. Les leaders sont des personnes qui arrivent à surmonter les difficultés en élevant les autres, en nourrissant une capacité d'exécution sans faille et en prenant les meilleures décisions stratégiques. Et ici et maintenant, il ne faut pas se rater. Quand j'ai interviewé Shema Bourguiba d'Aujourd'hui Demain, qui a vu son restaurant fermé du jour au lendemain, ou Céline Rémy-Visselink pour les salles de sport Néonès et Épisode, qui ont elles aussi fermé du jour au lendemain, je n'ai pas entendu des DG qui attendaient que les choses reprennent leur cours, mais j'ai entendu des personnes qui innovent, qui préparent la suite, et dans ce cas, qui mettent l'accent sur la digitalisation de leur business, ou d'une partie tout au moins. Et c'est là mon premier conseil. Préparez-vous à ce monde encore plus digital, où il faut assurer un service en ligne, une vente à distance, d'un produit ou d'un service. Musclez-vous très fortement sur ce champ-là. Ce n'est pas créer un site internet qui fasse joli avec un formulaire de contact. Non, ça c'est aujourd'hui de l'argent globalement gâché. Il s'agit de créer un véritable processus de vente en ligne, le fameux funnel de vente en ligne. Je dis fameux car c'est un incontournable aujourd'hui. Quelque chose que les startups maîtrisent pour la plupart, car elles commencent d'une page blanche, ont un seul produit ou service, déjà orienté sur la résolution de problèmes, et s'appuient sur des compétences digitales fortes dès l'origine. Mais les entreprises comme les vôtres, qui ont déjà une force commerciale, des clients, une organisation, sont aussi, dans les secteurs traditionnels, pleines de potentiel. Et c'est pour ça que ce premier conseil concerne la digitalisation. Il y a plein de raisons de ne pas le faire. Parfois la peur des équipes de perdre leur emploi si un canal digital est ajouté, parfois le manque de compétences, parfois le manque de vision stratégique. Aujourd'hui, on le voit, les entreprises qui ont ce funnel s'en sortent et certaines dans les secteurs de la livraison de nourriture, par exemple, ont prospéré incroyablement pendant cette crise. Et travailler sur cette digitalisation, ce funnel de vente en cible, c'est aussi aller voir ses clients, aller voir ses parties prenantes, ses fournisseurs et bien sûr ses équipes. C'est avoir ce démarche un peu ce qu'on appelle d'expérience utilisateur. Et donc quand je conseille d'aller vers la digitalisation, c'est tout ça qu'il y a derrière. Les métriques que vous utilisez pour définir vos ventes, vos produits, ce que vous mettez en avant, les techniques de vente que vos équipes commerciales ont développées, ce que vos clients attendent, comment ils ont vécu cette période très difficile du confinement, qu'est-ce qu'il en ressort, comment vos services ou produits pourraient évoluer. Et c'est ça, les fondations d'une digitalisation réussie, c'est d'aller voir toutes vos parties prenantes, internes, externes, et d'échanger avec elles sur les problèmes qu'elles ont rencontrés. Donc premier conseil, digitaliser, pas juste un site ou juste une application, mais allez voir vos clients. Si vous ne l'avez pas fait pendant le confinement, allez les voir pour leur demander comment ça s'est passé. Si vous l'avez fait, continuez sur cette voie et essayez de voir comment vous pouvez digitaliser une partie de votre business de façon sereine, intelligente et efficace. Deuxième conseil, il est aussi orienté vers l'action car c'est ma nature. J'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Dans l'énéagramme, moi je suis type 7, c'est-à-dire visionnaire enthousiaste. Optimiste, flexible, orientée vers l'avenir pratique, aimant les nouvelles expériences, mais aussi impatiente, qui aime aller vite. Voilà, il y a du bon et du moins bon. Et donc ce deuxième conseil, il est un peu tourné vers ça. C'est dans l'idée de l'action de prendre le temps de s'inspirer. Voilà, ça peut être 30 ou 45 minutes par jour, ou juste 1 heure le week-end si c'est tout ce que vous pouvez libérer. Ça peut être écouter mon podcast, n'importe quel épisode de la saison 1 qui a eu lieu pendant le confinement,
vous fera du bien, vous inspirera, vous titillera, créera un déclic. C'est ce que m'ont dit plusieurs DG de secteurs traditionnels qui l'ont écouté. Mon podcast, évidemment, mais bien d'autres sources, des webinaires, des lectures, un échange avec quelqu'un qui veut vous parler, et vous allez lui donner du temps. C'est ce temps d'inspiration, de ne pas écouter les news en continu, de ne pas se laisser empoisonner, mais de chercher ce qui pourrait faire la différence, de nourrir votre esprit et votre pensée stratégique. Prendre de la hauteur, réfléchir au futur de son entreprise et pas juste à sa survie. C'est-à-dire ne pas travailler dans son entreprise, mais travailler sur son entreprise. Et quand l'hiver se terminera, vous pourrez commencer à semer au printemps, car vous saurez ce que vous voulez faire. C'est ce que les DG que j'ai interviewés ont fait pour la plupart. Ça leur a permis de construire des certitudes, de prendre des bonnes décisions stratégiques pour la suite, et surtout de continuer à préparer cet hiver suivant. Sera-t-il pire qu'aujourd'hui? Je ne l'espère pas, mais rien n'est moins sûr, et c'est une optimiste qui vous parle. Préparez-vous à un hiver encore plus rude et vous serez sûr de réussir. Donc en résumé, un premier conseil sur tout ce qui était digitalisation, pensez à un funnel de vente, aller vers ses parties prenantes, ses équipes, ses clients, ses fournisseurs, ses donneurs d'ordre, ses financeurs, tout dans l'esprit de trouver un canal digital sur un nouveau produit, sur un service existant à voir. Deuxième conseil, s'inspirer, nourrir sa pensée et sa pensée stratégique pour prendre les bonnes décisions stratégiques pour la suite et se préparer au pire. Et voyons maintenant les 2 conseils d'Alexandre Indien, qui pilote le plus grand réseau de réparation high-tech en France. C'est plus de 80 points de vente dans toute la France. Eux ont été impactés par le coronavirus car ils ont dû fermer la moitié de leurs magasins pendant le confinement. Le reste a pu rester ouvert mais avec une perte de chiffre d'affaires très significative. Et pourtant, des décisions stratégiques qui ont permis d'avancer et qui permettent de rebondir dès le déconfinement. Voyons ce que Alexandre Indien vous conseille. Je pense qu'il faut prendre les choses vraiment pas à pas, essayer de rester le plus serein possible. En tant que directrice générale, je me dois d'insuffler la bonne atmosphère au sein du réseau. D'être en stress, c'est pas quelque chose que j'ai envie de communiquer à mes équipes. Donc je pense que l'un des premiers conseils, c'est d'y aller doucement, pas à pas, sereinement, et d'avancer au fur et à mesure qu'on obtient les informations et du gouvernement ou d'avancer sur l'obtention des aides, etc. Voilà, de manière sereine, posée, et de pas être dans l'urgence pour ces choses-là. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il faut maintenir le lien avec ses collaborateurs, avec ses salariés, avec ses différentes business units, coûte que coûte. C'est une période où les gens, où on a tous des doutes, on a tous des incertitudes. Encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je pense que c'est le rôle d'un directeur, d'une directrice générale ou d'un président de conserver ce lien avec ses salariés. Et s'il n'existait pas, c'est l'occasion de le créer. C'était donc les conseils d'Alexandre Indien. Y aller doucement, pas à pas, sereinement, ne pas donner son stress aux équipes et maintenir le lien coûte que coûte, même si on a beaucoup de doutes. Et ce sont des sujets qu'elle a développés dans l'épisode dans lequel je l'ai interviewée. Xavier Pinon, DG de Selectra et cofondateur. Selectra, c'est une entreprise qui permet de réduire ses factures d'énergie, de télécom et autres. C'est donc du B2C, présent dans plusieurs pays dans le monde. Et voilà les conseils que Xavier Pinon vous donne. Je pense qu'il y a un peu de temps à dégager. Donc, il y a un temps de sauvegarde de l'activité où donc l'objectif c'est de pouvoir payer tout le monde à la fin du mois si on a une entreprise qui est très affectée. Donc là je pense qu'il faut que le chef d'entreprise se recentre vraiment sur son cœur de métier qui est à la fois de générer des revenus et d'entraîner une équipe vers un but commun. C'est ça vraiment à mon avis le cœur de métier d'un chef d'entreprise, encore plus en temps de crise. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on est sorti d'affaires ou en tout cas qu'on a un peu plus de temps pour pouvoir se poser et réfléchir, je pense que c'est là où on peut se poser la question de savoir quelles sont les évolutions sociales et économiques qui vont impacter l'entreprise et comment y faire face. Et puis aussi soi-même faire un travail sur soi pour analyser comment est-ce qu'on a réagi à la crise. Est-ce que c'était un moment qui finalement nous a plu ou est-ce que c'est un moment qui a été stressant et paniquant et désagréable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accepter l'imprévu? Est-ce qu'il y a un travail sur soi à faire pour se dire je sais pas ce qui arrivera demain et c'est pas grave. Et plus je montrerai cette sérénité et plus mes équipes seront elles aussi sereines et donc a priori épanouies et efficaces. Et du coup, il y a aussi un travail à faire sur quelle dynamique humaine je peux créer au sein de l'entreprise. Finalement, être coupé de mes équipes et
au quotidien ne pas les voir. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me manque? Est-ce que je me rends compte qu'en fait je suis fait pour le travail en équipe avec des gens autour de moi? Et je pense que ça fait progresser énormément sur la compréhension de soi. C'est un peu quand on vit d'un autre pays, on comprend mieux la France. Là, quand on est isolé en télétravail, en confinement, on comprend mieux ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est aussi l'occasion d'un chemin personnel en plus d'un chemin professionnel. C'était Xavier Pinon, DG de Selectra, qui insiste donc sur la nécessité d'entraîner ses équipes vers un but commun, encore plus en temps de crise. Et aussi de se poser des questions qui parfois sont difficiles. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que ça me fait? Quelle dynamique humaine je peux créer dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça me change en moi? Comment je me comprends? Et ça sont des choses qui ne sont pas évidentes quand on est pris dans l'action, quand justement on essaie de sauvegarder la vie de son entreprise. C'est un chemin personnel évidemment aussi bien que professionnel. Ensuite, c'est Jean-Marc Neveu, qui est DG de 4 sites industriels dans la plasturgie, dans la Vienne et dans la Vendée. Il est situé principalement à Châtellerault. Jean-Marc, lui, est très innovant. Je l'ai interviewé pour le podcast et comme Xavier aussi, je l'ai interviewé pour mon livre Innover en pratique, lancer et réussir une démarche d'innovation qui est sortie chez Erol début janvier 2020. Jean-Marc, je l'avais déjà identifié car il a une pratique professionnelle vraiment innovante, très centrée sur les équipes, sur l'entraînement. Quand je l'ai interviewé pour le podcast, pour lui, c'était un exercice comme les autres. Et il va partager avec vous ce qu'il a fait et ensuite 3 conseils qui peuvent être utiles dans cette période difficile. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pratique que j'ai mise en place dans les entreprises. En effet, depuis quelques années, nous sommes exercés avec l'ensemble des salariés à jouer. Oui, à jouer avec des serious games type Lego ou des diagrammes type spaghetti. Les objectifs de ces jeux, en fait, de ces séquences, c'était en fait de construire une vision partagée de l'ensemble des processus de l'entreprise, des acteurs et des liens entre services. Et puis, c'était aussi de soumettre ces différents processus à différents scénarios de crise. Par exemple, une explosion de la demande, par exemple, une pénurie de la matière première, et de vérifier si ces processus étaient résilients et le cas des échéants, d'inclure des plans d'action communs pour qu'on puisse améliorer et fortifier ces processus. Et puis surtout, c'était aussi partager un moment convivial, de mixer les équipes de production, les équipes commerciales, administratives et direction qui avaient peu l'habitude de se rencontrer. Alors, non seulement nous avons passé une bonne journée, mais nous avons aussi élaboré des solutions concrètes. Par exemple, nous avons aménagé une cellule de travail dédiée pour le cas où il y aurait une explosion de la demande, pour faire face à une demande client d'un de nos clients automobiles notamment, pour passer d'un passage de pré-série à un passage en grande série de façon extrêmement rapide. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces exercices répétés de Serious Game sont aujourd'hui des forces pour affronter l'ensemble des changements présents et ceux à venir. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que pour partir lancé, c'est-à-dire être en mesure de déployer efficacement son positionnement face à des changements brutaux des marchés, de la concurrence, et d'emmener surtout l'ensemble des salariés et de ses parties prenantes, j'ai imaginé 3 conseils pour vous. Mon premier conseil, c'est revoir très régulièrement l'efficacité de ces processus et les revoir avec toutes les parties prenantes, donc c'est-à-dire ses salariés, ses clients, enfin tout son écosystème, de tester des scénarios un petit peu improbables qui impactent et une fois qu'on a testé ces scénarios, avoir identifié des risques associés et ce, bien sûr, avec tous les membres de l'écosystème. Et puis, en fait, à la fin, mettre en place une culture de remontée des informations, surtout sur le temps qui court, puisqu'il va falloir très rapidement remonter des informations pour pouvoir prendre des décisions et, on va dire, donner une efficacité aux processus qui vont être nouveaux ou être améliorés, et ce, indépendamment des niveaux hiérarchiques. On vient donc d'écouter Jean-Marc Neveu, et avant lui, Xavier Pinon et Alexandre Adien, qui sont des DG de petites et moyennes entreprises. Dans toute la France, Alexandre Adien est à Toulouse, Xavier à Paris et Jean-Marc à Châtellerault, avec des problématiques différentes, mais toujours des conseils qui visent à vous aider à passer cet hiver difficile et à préparer la suite, à se préparer au pire et à prospérer dans cette phase. J'avais aussi envie d'inviter des experts. Donc là, nous allons entendre Inès Grison, qui est avocate au barreau de Paris en droit des affaires. Il y a bien évidemment pas mal de conseils qu'on pourrait donner. Je dirais que si je vais retenir 2 points, je dirais tout d'abord vigilance. Vigilance notamment aux effets d'annonce qu'on peut avoir à la suite des mesures qui ont été prises par le gouvernement. On a entendu beaucoup de choses données très rapidement par le gouvernement. On pouvait être tenté d'agir un peu dans la précipitation et de prendre tout de suite des mesures. Et c'est là où je pense qu'il est très important d'avoir réagir vite, mais de façon éclairée. Et pour cela, de prendre connaissance autant que possible des textes précis et ne pas se limiter à ce qu'on peut entendre par le gouvernement principalement.
J'ai notamment à l'esprit ce qu'on a eu comme effet d'annonce par rapport à l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Certains dirigeants étaient peut-être incités à mettre en place ce dispositif très rapidement, sans forcément comprendre très bien les tenants et aboutissants. Et ce qui pouvait, à mon sens, ce qui a créé certaines déconvenues pour les salariés, notamment qui auraient eu un temps d'ancienneté limité au sein de la société. Et je pense que pour éviter les déconvenues et ensuite donc les répercussions que ça peut avoir sur l'employeur et donc sur le dirigeant lui-même, sur le fonctionnement de sa société, il est important de faire une analyse scrupuleuse des textes. Je préconise surtout dans ce type de cette situation où la loi évolue très vite et qu'il y a des chamboulements, des bouleversements très régulièrement, presque tous les jours, comme on a pu le connaître là dernièrement, de faire des veilles presque quotidiennes sur ces textes. Comme deuxième conseil, je dirais que c'est peut-être l'occasion de faire preuve d'un certain opportunisme et peut-être de profiter de cette situation pour bénéficier et de mettre en place toutes les aides qui peuvent se présenter. Alors aujourd'hui, je pense que ces aides, elles vont beaucoup dépendre du fonctionnement de la société, de l'activité, du secteur concerné. Mais je pense que si on fait une analyse précise, il y a beaucoup de choses dont peut bénéficier la société et donc être mise en place par le dirigeant. J'ai pu voir différentes sociétés qui étaient dans une phase de développement qui n'était pas forcément avant la crise dans des conditions particulièrement pérennes, mais qui ont pu, je vais pas dire tirer profit, mais en tout cas prendre avantage de certaines situations qui ont permis d'avoir beaucoup plus de visibilité sur leur trésorerie et de bénéficier d'aides qu'elles ne pouvaient pas avoir. Et en fait, sur le plus long terme, je crois aussi que c'est un révélateur qui contraint finalement à réfléchir autrement, à changer nos modes de fonctionnement. Et je pense qu'il faut prendre partie de la situation pour mettre en place des modes de fonctionnement différents. On le voit aujourd'hui, le télétravail. Est-ce que c'est pas une façon aussi de repenser ce télétravail qui autrefois n'existait pas vraiment? Alors bien sûr, sous réserve que ce soit compatible avec l'activité, mais il est certain que, à mon sens, le télétravail n'est pas une perte en productivité, bien au contraire. Et peut-être qu'il y a des choses à réfléchir de ce point de vue-là. Pareil, dans la gestion des locaux, on avait des baux peut-être très contraignants, peut-être réfléchir à des nouveaux modes d'exercice et réfléchir peut-être à des baux un peu différents, à des modalités de travail un peu différentes. Donc pour récapituler, je dirais vigilance et réflexion sur comment tirer parti d'une situation qui initialement était plutôt défavorable. Je pense qu'on peut en tirer un enseignement assez riche et mettre en place des choses qui, sur le long terme, seront tout à fait positives pour le développement de la société. Nous avons donc entendu Inès Grison, avocate en droit des affaires au barreau de Paris. Elle accompagne de nombreuses entreprises. Quand elle conseille cette vigilance par rapport aux effets d'annonce, ça je l'ai entendu à plusieurs reprises de la part des DG que j'ai interviewés dans le podcast, des DG qui passaient des soirées entières à lire les textes pour comprendre vraiment ce qui les intéressait. Elle mentionne aussi l'occasion de faire preuve d'un certain opportunisme, de bénéficier de certaines aides. Ça a été le cas aussi de DG qui ont pu avoir notamment des prêts garantis par l'État d'un montant significatif, des prêts qu'ils n'auraient pas obtenus autrement. Et ça, c'est grâce à un travail de veille, de lecture, un effet d'opportunité dans cette période. On écoute ensuite Jérôme Salard, DG fondateur d'Octane, cabinet de conseil et de coaching et accompagnant de DG dans leur transformation personnelle et transformation d'organisation. Alors le premier conseil, c'est d'abord de prendre conscience de ce que nous vivons en ce moment. C'est particulièrement vrai au moment de la crise du Covid, mais ça le sera dans le futur. C'est que en fait, nous avons tous vécu en même temps une expérience de transformation individuelle et que dans le confinement, tout a changé pour chacun. Et donc la première chose à faire pour les dirigeants de TPE et PME, ça va être d'actualiser cela, c'est-à-dire de dire chacun a une expérience individuelle et il faut mettre au pot commun des expériences individuelles. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire très concrètement, il faut prendre du temps pour parler de ce qui s'est passé, de comment chacun a vécu ce moment et de se réunir ensemble pour que ça soit partagé les uns avec les autres. Et ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Alors, le deuxième conseil que je pourrais donner aux dirigeants de TPE et de PME, c'est que dans le contexte que nous avons vécu où un certain nombre de personnes se sont retrouvées en télétravail et même celles qui n'étaient pas en télétravail et qui se sont aussi retrouvées à travailler ensemble, il y a une dimension très importante que j'appelle l'inclusion qui de facto, par ce qui s'est passé, c'est un peu distendu. L'inclusion, c'est quoi? C'est de prendre conscience du fait qu'on appartient à un groupe, prendre conscience du fait que nous sommes des éléments importants dans ce groupe et que nous pouvons participer aux travaux de l'entreprise. Et compte tenu de ce qu'on a vécu là, ça nécessite d'être retravaillé. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. En fait, cette notion d'inclusion vient des travaux de Schutz, qui était sous-marinier pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'armée américaine lui a demandé de travailler sur comment les équipes sont performantes. Il dit il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est quoi? C'est je fais partie du groupe. Et faire partie du groupe, ça veut dire je te reconnais, toi, Carole,
comme étant quelqu'un qui a des passions. Par exemple, j'aurais pu parler de passion aussi, qui a des passions, qui a des compétences, qui apporte quelque chose au système, mais et qui est une vraie personne. Et donc l'idée, c'est de faire des binômes, pour être très précis, c'est que tu fais des face à face où tu échanges avec une personne, ensuite tu échanges en petits groupes, ensuite tu échanges en grands groupes, et à chaque fois, l'idée, c'est de se présenter tel qu'on est. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau, en fait. C'est vraiment, je suis dans le groupe. Parce que le deuxième niveau, c'est le niveau, je suis compétent. C'est-à-dire qu'en fait, le système a des règles qui permettent à ce que tout le monde puisse parler. Je vais reprendre l'exemple de la marine. Dans la marine, le capitaine est obligé d'écouter un matelot. S'il ne l'écoute pas, c'est une faute. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute personne sur le bateau est compétente pour parler. Mais pour que ça soit possible, il faut que des règles soient établies. Et donc, ça, c'est le deuxième niveau. On appelle ça le contrôle. Et Schutz a donné un troisième niveau qui est le plus intéressant, en fait, quand on y pense. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture qui dit, est-ce que je suis aimable inconditionnellement? Est-ce que je peux m'ouvrir à toi? Nous travaillons ensemble. Nous sommes dans un univers professionnel, parfois difficile. Mais donc, je suis important puisque je parle avec toi, je suis dans le groupe. Je suis compétent, donc je peux dire des choses. Mais est-ce que je vais m'ouvrir au fond à toi? Et donc là, l'ouverture, c'est vraiment un travail qui ne vient qu'après ces deux premières phases inclusion-contrôle pour pouvoir permettre à que les gens puissent se dévoiler. Et pour qu'ils puissent se dévoiler, il faut qu'il n'y ait pas de jeu de pouvoir. Et pourquoi tout ça, c'est très intéressant? C'est parce que quand tu fais ça, quand tu travailles ça, il peut plus y avoir de jeu de pouvoir. Il peut plus y avoir de manipulation. Parce que, de facto, le système a construit sa capacité d'être une équipe performante. Et la conclusion que dit Schutz, qui est très intéressante, c'est qu'il dit, pour être une équipe performante, il n'y a pas besoin d'avoir un bon chef, même si ça aide, ou une bonne chef, bien sûr, même si ça aide. Il n'y a pas besoin d'avoir de la diversité, même si ça aide. Il n'y a pas besoin d'avoir de la vision, même si ça aide. La clé, c'est que l'équipe performante, c'est une équipe qui dit ses besoins et ses peurs et qui arrive à les résoudre ensemble. Et donc, tu vois que pour dire ses besoins et ses peurs, faut être en ouverture, faut être en confiance. Et toute la clé de tout ça, c'est la confiance, en fait. C'était Jérôme Salard, qui est DG fondateur d'Octane, cabinet de conseil et de coaching, et accompagnant de DG dans leur transformation personnelle et transformation d'organisation. Pour Jérôme, en fait, il faut effectivement prendre conseil de ce que l'on est en train de vivre en ce moment, que tout a changé. Il faut mettre au pot commun, partager, échanger. Et son deuxième conseil tournait autour de l'inclusion, de cette notion de Schutz et des 3 phases qu'il a développées pour être une entreprise performante, pour être surtout une équipe performante. La dernière personne qui intervient pour ce kit de résilience des petites et moyennes entreprises, c'est Julien Lega, qui est DG de Cosmos. Donc Cosmos, ou plutôt cosmos.fr, c'est une agence créative et de transformation digitale qui est située à Saint-Étienne, qui travaille avec des entreprises dans toute la France. Et lui, du jour au lendemain, son entreprise a dû transformer toutes ses activités en présentiel en distanciel. Et je l'avais interviewé pour l'un des épisodes du podcast. C'était très intéressant de voir comment ça s'était passé. Et voilà les 2 conseils de Julien. Sur les 2 conseils, premier conseil, la posture égo-alloïque consiste à non pas briller, mais rayonner autour de soi. Et donc, qui consiste, dans un premier temps, à penser à toi, à penser à soi pour encore mieux rayonner. Que là, je vais reprendre un peu du Denis Troche. Il parle, lui, conseille en tant que manager dans la crise, d'essayer d'avoir une posture qu'il appelle égo-alloïque. Égo comme l'ego qu'on peut avoir de soi, et alloïque au sens de développer un halo. Et lui suggère de ne pas vouloir briller, mais plutôt de rayonner. Et effectivement, moi, ça m'a permis de pas mal réfléchir à moi, de penser, de rédiger, en n'étant pas soumis au brouhaha quotidien de la vie de la boîte. Alors, on n'est que 12, mais finalement 12, j'ai malgré tout 4-5 personnes que j'anime directement. Je dirais qu'on soit chez L'Oréal et qu'on anime un Codir ou chez Cosmos, on a à peu près toujours le même nombre de gens à animer si on veut le faire bien. Et donc, du coup, cette posture égo-alloïque, je m'en suis vraiment servi. Et puis, le deuxième conseil, c'est de penser à sa confiance et à sa boîte de confiance, une petite boîte qui a été nourrie depuis sa jeune enfance et qu'on peut venir toucher du doigt lorsqu'on a des doutes. Et c'est vrai que dans une phase de Covid, de confinement, de post-confinement, le doute, il peut être permanent. Et donc, la confiance qu'on peut avoir en soi et donner aux autres est capitale pour moi. C'était Julien Lega, qui est DG de Cosmos.fr, une agence créative et de transformation digitale située à Saint-Étienne, et qui a été interviewé dans l'un des épisodes du podcast, qui était passionnant. Donc Julien nous a parlé des éléments de Denis Troche, en fait. Donc cette posture égo-alloïque et aussi cette confiance, cette boîte de confiance, sont des éléments qui l'ont beaucoup inspiré pendant cette période difficile et dont il parle dans l'épisode. Cette idée de la confiance, elle est revenue à plusieurs reprises dans les interviews que j'ai eues avec les DG, et on l'a entendu plusieurs reprises aussi dans ce kit de résilience pour les petites et moyennes entreprises. La confiance en soi-même, ça ne se décrète pas, c'est un processus, c'est comme l'innovation, on n'est pas innovant, on n'est pas confiant, ce sont des choses qui fluctuent, qui varient, et c'est important effectivement de se ressourcer, de s'inspirer, de prendre du temps pour soi, pour la nourrir, cette confiance. Car les perspectives économiques ne sont pas au beau fixe, on reste dans un hiver, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, mais on sait que ça va se terminer, que ce sera le printemps,
Et c'est dans ces hivers-là aussi que des entreprises qui ont réussi comme Apple ou Microsoft, pour les citer des Américains, se sont développées. On a aussi vu pendant cette période que Facebook, Amazon, Microsoft ont vu leur capitalisation boursière augmenter de façon significative. Donc certaines entreprises aujourd'hui sortent gagnantes. Dans les petites et moyennes entreprises, certaines, selon les secteurs aussi, mais ça reste quand même assez incertain sur le futur. Et c'est pour ça que ce kit de résilience peut vous permettre de prendre les bonnes orientations. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode. Et bon courage à tout le monde. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et venez me voir sur mon site www.carolstromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolstromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.